Et bienvenue donc dans ce deuxième débat, un débat que vous pouvez continuer à suivre via nos réseaux sociaux. On s'intéresse donc à cette rencontre qui a débuté ce jeudi à Milan, l'Italie qui accueille le 10e sommet Asie-Europe. Une année sur deux, 53 pays se donnent rendez-vous pour étudier les enjeux du moment entre les deux continents, les enjeux économiques notamment. Et très clairement, pour cette session, la crise ukrainienne s'annonce comme l'un des principaux enjeux. Le conflit a ravivé les tensions entre Kiev et Moscou, mais également entre l'Europe et la Russie. Quels seront les enjeux donc de cette nouvelle rencontre? Sera-t-elle l'occasion de renforcer le cessez-le-feu systématiquement violé à l'Est et même d'aborder les sanctions imposées par l'Europe à Moscou? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes écrivain, journaliste spécialiste de la Russie. En face de vous, Vladimir Pezelski. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes vice-président de l'association de l'ONG L'Ukraine dans l'Europe, spécialiste du système institutionnel de l'Union européenne et des relations Ukraine-Europe. On va donc revenir ensemble sur ce rendez-vous qui a débuté à Milan. On attend Vladimir Poutine pour un dîner ce soir à ce 10e sommet. Il n'a pas participé à la photo de famille. Cinquantaine d'États qui sont présents ce soir. L'arrivée de Vladimir Poutine, c'est l'un des temps forts de ce rendez-vous, de ces 2 jours. Oui, logiquement, c'est l'un des temps forts, tout simplement parce que on attend tous la rencontre avec le président Porochenko. Et donc, la rencontre Poutine-Porochenko qui aura lieu demain en présence d'autres chefs d'État est effectivement le temps fort de cette grande messe euro-asiatique qui, en dehors de cela, n'a pas d'élément phare à présenter. Si ce n'est peut-être l'élément économique, on va y oui, revenir. Bien entendu, mais on va y revenir ensemble. Je parle de politique. Alors justement, on a appris via des communiqués que Vladimir Poutine, Petro Porochenko allaient se rencontrer à nouveau. Ce serait la 3e rencontre du genre après celle en juin en Normandie, en septembre à Minsk. Qu'est-ce qu'il faut réellement en attendre de ce tête-à-tête? C'est pour la forme uniquement? Je ne pense pas grand-chose, mais si vous voulez, Vladimir Poutine est obligé de faire semblant de chercher un compromis, parce que l'économie russe doit faire face à la fuite des capitaux, à l'affaiblissement du rouble, à la baisse du prix du pétrole. Mais il ne renonce pas à sa stratégie, il veut toujours continuer à déstabiliser l'Ukraine. C'est juste ce qu'il veut faire, il veut enlever les sanctions ou adoucir l'effet des sanctions qui commencent à se faire peser sur l'économie russe. Et après, ce qu'il veut faire en même temps, il veut préserver le statu quo actuel. C'est-à-dire, il est parvenu à geler le conflit dans le Donbass, il est parvenu à geler l'application provisoire de l'accord d'association, et donc il a réussi à tous les moyens de continuer de faire la pression sur l'Ukraine, sur tous les plans, économiques et gaziers. On a plutôt ce qu'il nous dit à l'instant, sous l'effet des sanctions, Vladimir Poutine commence bon gré mal gré à lâcher du lest et à assouplir son jusqu'au-boutisme face à l'Ukraine. Ça c'est faux donc selon vous, si je vous suis bien. Le problème sera réglé le moment quand Poutine va partir. Jusqu'à ce moment-là, je ne vois pas la solution. Évidemment, ce qu'il cherche aujourd'hui, il cherche une pause. C'est-à-dire, parce que Poutine procède par étapes. Il a occupé la Crimée, on a eu des problèmes, donc il a attendu. Après, il a pris une partie de l'Ukraine, de Donbass, et il n'a pas renoncé à son projet de créer, soi-disant, Novorossie, nouvelle Russie, c'est-à-dire prendre tout le sud-ouest de l'Ukraine et créer une voie terrestre vers la Crimée. Donc, il ne renonce pas à cet objectif. Juste, il cherche, dans ces circonstances actuelles, il veut adoucir les sanctions. Pierre Laurin, vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut rien attendre de cette rencontre de demain et de ces discussions qui vont avoir lieu en coulisses, évidemment? Je crois qu'on est un peu dans le fantasme. C'est-à-dire que je ne dis pas que Poutine a raison, je ne dis pas non plus qu'il a tort, mais il me semble que la version angélique qui consiste à dire « nous autres Ukrainiens, nous sommes les pauvres victimes et tout est la faute de Poutine », et que ça ne sera réglé que lorsque Poutine s'en ira, c'est un peu court. C'est vraiment un peu court, tout simplement parce que pour faire une guerre, il faut être deux. Or, l'opération antiterroriste dans le Donbass, qui est menée depuis le 17 avril et qui a fait pratiquement 4000 morts civils, est menée par l'armée ukrainienne. Elle n'est pas menée par ceux du Donbass. Ceux du Donbass, si on les avait laissés tranquilles, ils laisseraient tranquilles. Ce n'est pas eux qui vont aller attaquer Kiev.
Et vous le savez très bien. Attendez, ce En territoire plus, fait partie de je vous en l'Ukraine. prie, Oui. il fait partie de l'Ukraine, mais l'Écosse ou la Catalogne font partie respectivement du Royaume-Uni et de l'Espagne. Parfait. Et on ne les bombarde pas parce qu'ils réclament ou une large autonomie ou l'indépendance. D'ailleurs, la large autonomie, ils l'ont. Alors pourquoi refuser au Donbass l'autonomie qu'ils demandaient en avril? Tout simplement pour ne pas être soumis aux pressions constantes et anti-russes de Kiev. Ce sont des gens qui sont avec la Russie depuis 3 siècles, qui sont même plus, 350 ans maintenant. Ce sont des gens qui ont la même culture, la même religion, la même langue. Et vous voulez les priver de leurs droits? Vous répétez la propagande russe, c'est-à-dire que les Ukrainiens Non, russes là, font vous partie êtes du en même train de peuple. nous dire la Non, propagande ukrainienne. c'est la Russie Moi, qui ce mène que la guerre je dis, contre c'est tout l'Ukraine. simplement Non, une non. vérité Non, qui c'est pas est une vérité que du n'importe tout. C'est qui pas une vérité du tout. peut constater. Si on prend ce qui se une passe, pardonnez-moi, vérité. si vous comparez ce qui se passe en Catalogne, d'accord, la Catalogne a supprimé le référendum parce que il n'était pas légal. Et ce qu'ils ont fait dès le début, les gens, c'est à cause des Russes qui sont entrés sur le territoire ukrainien, et tous ces séparatistes, eux, ils ont commencé à attaquer le pouvoir. Ils ont pris d'assaut. Mais exactement comme ceux du Maïdan. Ils Non, ont pas pris du tout. également Non, pas d'assaut du tout. l'administration. Non, Ils ont pas du renversé un pouvoir qui avait été élu en 2010 d'une manière parfaitement démocratique, Non. puisque c'était garanti par le président Yushchenko et la première ministre Sans Tymoshenko. intervention de la Russie, tout ce conflit ne serait jamais réalisé. L'Ukraine a vécu pendant 20 ans dans la paix. Tout le monde est bilingue. Il n'y avait aucun problème, aucune répression contre les Russes. Et c'est à cause de Poutine, à cause de sa politique folle, que ne tout ça comprends a pas. dégénéré. Je ne Vous comprends comprenez pas, monsieur. Vladimir Je ne Poutine, comprends pas. Vladimir Vous Poutine êtes- et le Kremlin avaient annoncé d'ailleurs ces derniers jours un retrait des forces, Oui. des forces russes de la Oui. frontière. L'OTAN nous dit ce soir, il n'y a toujours aucun mouvement de constaté. Non, mais ça, c'est la l'OTAN- mauvaise foi de la Russie. Écoutez, la mauvaise foi, elle est partagée. Je ne dis pas que la Russie, tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile, mais de l'autre côté, il y a également une très forte pression. Par exemple, et c'est tout bête, depuis le début de la crise, on nous dit il y a 40 000 hommes massés à la frontière, il y a 20 000 hommes massés à la frontière, il y a 12 000 hommes massés à la frontière, il y a 7 000 hommes aujourd'hui massés à la frontière. Et on dit mais on ne voit pas de mouvement de troupes. Alors Non, comment attendez, ils disparaissent, mentez, les mais hommes? vous mentez comme vous mentez. C'est une mise en scène Vous mentez, il y a des preuves de l'Europe, de irréfutables. l'OTAN, Je crois des que- Américains. Il y a des vidéos, il y a tout, il y a des preuves irréfutables Écoutez. de l'intervention de l'armée russe dans le Donbass. Il y a des preuves irréfutables. Il y a des Russes qui Mais étaient il y a des emprisonnés. preuves Évidemment. irréfutables de tas de Oui. choses. Regardez, Oui, là évidemment. par exemple, j'ai les questions qui ont été posées par des parlementaires du Bundestag et la réponse, ça c'est la réponse du gouvernement allemand. Gouvernement allemand, vous pouvez le consulter sur le site du Bundestag, et on vous dit que le missile qui a abattu l'avion de la Malaysia Airlines n'était pas du tout un Buk, c'était un SA-3 qui est en dotation en Ukraine et Ça, pas en Russie. ça- Et ça, vous pouvez le Non, consulter. mais Le ça, numéro c'est du document. n'importe quoi. Vous mentez, Non, c'est mais n'importe quoi. écoutez, C'est il n'importe quoi. Mais suffit, le d'accord. lecteur, Mais enfin ça, c'est l'auditeur vraiment qui veut le- regarder, il suffit qu'il se branche sur le site web du Bundestag. Ça, c'est le maximum du cynisme qu'on peut C'est attendre de 18 vous, de défenseurs de la Russie. Parce qu'on sait très bien que c'est la Russie 21. qui a tiré. Messieurs. Évidemment que c'est la Russie qui a tiré. Messieurs, C'est s'il la vous moitié de plaît. cet avion. Mais même Non, mais les ça, sites c'est le russes, même la presse paroxysme du ukrainienne cynisme de votre aujourd'hui côté. dit Non, non. qu'il y a de très fortes Vous allez doutes voir. sur Messieurs, s'il cela. vous plaît, un mot du cessez-le-feu qui a été signé le 5 septembre dernier. On est censé en parler, en tout cas pendant Oui, bien cette sûr. réunion de 2 jours à Milan. Un cessez-le-feu voilà, s'il ne portait pas ce Il ne nom-là, fonctionne pas. on ne se poserait pas de questions. Mais effectivement, sur le terrain, il y a des tirs, il y a des combats Mais bien très sûr violents, qu'il y a des notamment tirs et autour des combats. de Donetsk et de l'aéroport de Donetsk. Est-ce que c'est pas un peu une erreur de s'accrocher à cette décision qui est violée quasiment chaque jour? Non, je crois que c'est la seule chose qui peut permettre de sortir aujourd'hui de la crise. C'est l'application des accords de Minsk comme le proposent Ils et ne comme sont le pas disent. appliqués, c'est ça le problème. Pas du tout Mais il faut appliqué. qu'ils soient appliqués, Mais- comme le Comment disent. Non, mais- Comment? Eh bien, tout simplement, d'abord, réaliser la zone d'interposition grâce à l'OSCE avec les éléments que donnent aujourd'hui la France et l'Allemagne. Il y a tout de même aujourd'hui
des éléments qui vont dans le bon sens. La France et l'Allemagne s'en tiennent, de même que les États-Unis s'en tiennent aux accords de Minsk, il faut les faire appliquer. Maintenant, il est évident qu'il y a des violations, mais des violations de part et d'autre. On n'est pas là en train de dire il y a les gentils Ukrainiens et les méchants Russes. Il ne s'agit pas de dire ici sur ce plateau qui a raison, qui a tort. En tout cas, cette crise, évidemment, elle cache derrière elle de nombreux enjeux. Une vraie tension qui a été ravivée entre la Russie et l'Europe avec ces sanctions qui ont été décidées cet été, des sanctions votées contre la Russie. On a dit dans un premier temps à Moscou, ça ne nous fait pas peur, il n'y aura aucune conséquence. Il y a pourtant les chiffres qui parlent aujourd'hui. On va peut-être, vous en parler d'ailleurs il y a quelques minutes, on va en parler de ces chiffres du cours du rouble qui a littéralement chuté. On va voir les images. Le rouble qui est donc comparé ici par rapport à l'euro. Le 23 juin 2014, 100 roubles valait 2,17 €. Ça, c'était avant les sanctions. Le 15 octobre, 100 roubles valait 1,94 €. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, n'a pas réellement intérêt à s'apaiser, à s'adoucir, à négocier avec les Européens? Je crois que tout le monde a intérêt. Parce que là, vous donnez le cours du rouble, mais vous ne donnez pas le cours de la hryvnia. Le cours de la hryvnia s'est effondré. Il a perdu pratiquement le tiers de sa valeur depuis le début de la crise. Actuellement, en Ukraine, il y a un véritable problème beaucoup plus grave que celui de la Russie à ou cause que de la celui Russie, de l'Europe. Évidemment, ouais. Mais bien entendu, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais votre faute. La Russie, l'Ukraine a perdu 5 milliards de dollars à cause de la crise dans le Donbass. On a perdu la Crimée. C'est à cause de... Toute la production s'est arrêtée. Écoutez, votre production industrielle, elle était tournée vers la Russie. Non. Il est très clair. Maintenant, elle n'est plus tournée. Mais là, c'est vous qui mentez d'une manière extraordinaire et éhontée. Aujourd'hui, le commerce avec l'Union européenne est plus de 30%. Et le commerce avec la Russie a chuté. Évidemment, l'année dernière. Il y a un embargo sur les produits agricoles. Il y a un embargo exportations sur non seulement qui met l'embargo pas du sur les tout. produits ukrainiens. Le gouvernement ukrainien a interdit les exportations en direction de la Russie. Et vous le savez très bien. Mais comment vous mentez? C'est impossible. Mais non, mais c'est vous qui mentez. Mais il y a des. Mais c'est la Russie qui a mis embargo sur les produits ukrainiens. Le décret du président Poroshenko qui interdit toutes les exportations de produits industriels en direction de la Russie. On parle des produits industriels qui peuvent utiliser la production des armements. Parce qu'on prend de l'agriculture, c'est des produits agricoles. 90% des produits agricoles. L'essentiel, c'est les produits agricoles qui sont exportés. Excusez-moi. La production industrielle ukrainienne est à 90% consacrée à l'armement et en direction de la Russie. On ne parle pas de ça. L'exportation ukrainienne en Russie, c'est essentiellement les exportations agricoles. Les exportations agricoles de l'Ukraine vers la Russie ou de la Russie vers l'Ukraine. En tout cas, messieurs, on ne peut pas importer les produits qui peuvent servir à l'armée russe. Ces sanctions, elles font mal. Ces sanctions, elles font mal, en tout cas, à l'Europe aussi. Les contre-sanctions russes vis-à-vis des Européens, cet embargo agricole. L'Europe est obligée de puiser dans ses réserves de plans d'urgence pour la PAC pour venir en aide à ses agriculteurs. Ça, c'est une réalité. Oui, mais c'est une réalité. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas accepter, on est au XXIe siècle, il ne faut pas accepter que le pays agresse un autre pays, il prend une partie de son territoire. On n'est pas dans le XIXe siècle. On ne peut pas occuper le territoire comme ça. On ne peut pas. Et donc la Russie... Excusez-moi, mais là, je crois qu'on est... c'est un dialogue complètement de sourds. Quelle partie du territoire ukrainien? La Crimée et le Donbass aujourd'hui. Attendez, non, le Donbass, pour le moment, il négocie dans le cadre des accords de Minsk, même si le cessez-le-feu n'est pas forcément respecté. Mais pour la Crimée, je vous signale... Pour la Crimée. Vous vous souvenez de la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Il y a eu une convention qui disait on ne touche pas aux frontières européennes. D'accord? Où se trouvait la Crimée en 1945? C'est pas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, messieurs. C'est les accords de Helsinki. S'il vous plaît. Non. D'accord. Oui, mais... Ça marche pas. La Russie a reconnu l'intégrité territoriale de l'Ukraine en 91 et 97. D'accord? Et elle a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie a reconnu effectivement l'intégrité territoriale, mais à une seule condition. Et Poutine, ce sont des néo-impérialistes qui, comme beaucoup de prédécesseurs chauvinistes,
ne reconnaissent pas. Mais là, vous êtes dans le déclaratif. Ils ne reconnaissent pas. Vous n'êtes pas dans les faits. Laurent, s'il vous plaît, Non, laissez parler votre parce que contradicteur. l'Ukraine, le problème de Poutine fondamental, si vous voulez, c'est quelqu'un, c'est comme plusieurs avant lui, il y a beaucoup de néo-impérialistes et chauvinistes russes qui ne reconnaissent pas l'identité distincte de l'Ukraine. Il dit les Ukrainiens et les Russes sont la même chose. Et par conséquent, c'est ça qu'il a dit plusieurs fois Poutine, ils font partie du même peuple, donc on ne reconnaît pas la langue ukrainienne et on dit que l'État ukrainien est artificiel. Et dès que l'Ukraine essaye de sortir vraiment de l'influence russe, de se rapprocher de l'Europe, on tape. C'est ça ce qui se passait et ce qu'il va continuer. J'aimerais qu'on revienne sur l'un de ces enjeux, l'un des enjeux qui sont en coulisses. Vladimir Poutine l'a bien rappelé aujourd'hui. Il a fait en quelque sorte une espèce de mise en garde aux Européens. Avant son arrivée à Milan, il les a prévenus contre toute tentative de chantage sur Moscou sur cette crise ukrainienne. Il a prévenu de grands risques de perturbation de livraison de gaz cet hiver. Ce sont les mots de Vladimir Poutine aujourd'hui. Non, pas du tout. Il a dit que les livraisons de gaz seraient respectées et que ce qui pouvait les menacer, c'était simplement le fait qu'il n'y ait pas d'accord entre... laissez-moi terminer ma phrase. Sur ce qu'on fait justement. Avec l'Ukraine, avec Kiev. Évidemment, parce qu'il y a un arriéré, il y a des impayés de l'Ukraine. On va négocier là-dessus justement à Berlin la semaine prochaine. Ça, ce sont les Russes qui ont accepté. Parce que sinon, l'Ukraine doit payer le prix le plus élevé en Europe, 485 $. 385. L'Ukraine doit régler sa facture. 385. C'est dans toutes les dépêches. Il suffit de regarder sur Internet les sites de l'AFP. L'Ukraine est beaucoup moins cher maintenant. Il est moins cher de réexporter le gaz polonais, le gaz hongrois, que de prendre le gaz russe. Mais l'Ukraine doit régler la facture. Évidemment, il va régler la facture. Attendez, les 2 milliards. La Russie a accepté le prix sous Yanukovych à prix de 268 €. Ensuite, le prix a été augmenté. Donc l'Ukraine n'est pas d'accord. Donc on s'est adressé au tribunal de Stockholm et on va voir. On va voir. Et vous y croyez, vous, à ces négociations qui vont avoir lieu la semaine prochaine sur le gaz ? Écoutez, c'est très simple. Ou ça aboutit, ou l'Ukraine se retrouve cet hiver dans une fâcheuse posture. C'est déjà mal engagé, hein. Les robinets ont été fermés. Écoutez, mais c'est non, les robinets ont été fermés pendant les mois d'été. C'est effectif parce qu'il n'y avait aucun paiement. Vous savez que l'Union européenne a fourni à peu près 2 milliards d'euros pour payer la facture gazière. On se demande où ils sont passés, mais ils ne sont certainement pas arrivés à Gazprom. L'Ukraine va payer. Elle va payer avec quoi ? Si on parvient à trouver un compromis mais et un prix équitable. Mais vous n'avez pas un centime. Non, mais vous venez de dire que l'Union européenne nous donnait de l'argent. Vous venez de dire ça. Ça fait il y a 6 mois pour payer la facture. L'Ukraine est prête à payer, je vous le répète, à condition qu'on trouve un compromis. Et on cherche un compromis. Il y a eu la Commission européenne pour des réalités, monsieur. Sinon, ce qui va se passer un jour, et ce qui va se passer, c'est que l'Union européenne et l'Ukraine vont se priver du gaz russe. On va passer l'hiver sans le gaz russe. L'Europe ne craint rien, sauf si l'Ukraine siphonne le gaz à destination, puisque une partie du gaz transite par l'Ukraine. Si l'Ukraine siphonne le gaz, effectivement, mais ce ne sera pas la faute des Russes, ce sera la faute des Ukrainiens. Donc il n'y a aucun risque pour les Européens. Non. Les risques, il vient de Kiev. Je vous signale que le commissaire européen à l'énergie, Oettinger, insiste depuis maintenant le début des négociations, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, pour que l'Ukraine accepte les conditions qui sont proposées. Or, l'Ukraine refuse systématiquement. C'est la Russie qui n'accepte pas les conditions. Évidemment, il y a le compromis. On va trouver le compromis sur le prix de gaz. Oui, alors vous me dites que d'une part que ça ne va aboutir à rien, mais d'un autre côté, on va trouver le compromis. Il y a plusieurs scénarios où on attend la décision de Copenhague de Stockholm, où on applique le prix provisoire. Et justement, le rôle de l'Union européenne est très important. L'Union européenne veut jouer intermédiaire. Et justement, cette semaine ou la semaine prochaine, on va essayer de trouver un compromis. Mais si vous voulez, cette politique de la Russie, il va avoir un effet néfaste pour la Russie, parce que l'Ukraine va faire tout son possible pour diminuer la facture du gaz. Et un jour, on ne va pas acheter. C'est-à-dire, dans la situation actuelle, pour l'Ukraine, il est plus avantageux d'acheter le gaz norvégien. C'est ce qui va se passer. Messieurs, pour conclure, et ce sera le mot de la fin, je vous donne la parole à tous les deux. Les mois qui s'annoncent, on va peut-être dire les semaines qui s'annoncent entre l'Ukraine et la Russie, vous y croyez, Inan Belli ? Moi, je suis relativement optimiste parce que tout le monde veut sortir de la crise et qu'il va y avoir des élections le 26 octobre législatives en Ukraine
qu'il y aura une majorité qui va se dégager et on verra bien, parce qu'aujourd'hui, on est toujours sur un gouvernement qui est à moitié provisoire, puisqu'il n'a pas changé, il n'avait pas été changé par le président Porochenko, et donc dont la légitimité est remise en cause. Après le 26, on verra ce qui se passe. Je suis plutôt optimiste. Mais ce qui se passe, c'est intéressant quand même. Au début de l'année, la Russie a occupé la Crimée. Aujourd'hui, il y a une partie de l'Ukraine qui était aussi occupée par on ne sait pas qui, avec l'aide de la Russie. Et ce qu'il veut faire maintenant la Russie, il va faire accepter aux Européennes le statu quo actuel. C'est-à-dire, bon, on a le Donbass, on va gérer le conflit, ce sera une Transnistrie, un territoire non reconnu, et après on verra ce qu'on va faire l'année prochaine. Volodymyr Pozelski, merci d'avoir été mon invité. Pierre Laurin également, merci à tous les deux d'avoir été là ce soir pour ce deuxième